Émilie Manzano, si tu veux bien prendre place, même si tu parles peu avant et tu parleras plus après, je vais quand même te présenter. Je vais mettre à côté, je vais Voilà. parler si peu. C'est Non, pas mais il la parlera peine de après. prendre place. Voilà, alors Émilie Manzano est venue directement de Majorque. Il est né à Palma. Il est venu directement puisqu'il est en tournage, mais pour vous présenter ce documentaire qui s'appelle donc Le jour de la sèche en français. Comme Dominique l'a dit tout à l'heure, c'est la rencontre, mais Émilie vous en parlera, la rencontre de Enrique Villamatas avec Miguel Barceló. Il va vous présenter ce film et puis il en parlera davantage, il répondra à vos questions par la suite. Émilie Manzano vient de la littérature, il a été aussi critique littéraire, il a produit des émissions littéraires pour la télévision espagnole, une émission de philosophie également, Faire la philosophie, non je me trompe, c'était ça le titre, oui. Faire la philosophie, Faire avec la philosophie. Et puis, il est écrivain également, et en français, je vous donne le titre, il a publié Noyau d'abricot. Je trouve ce titre extrêmement joli. J'ai rencontré Émilie Manzano il y a quelques années, au cours d'Enjeux, justement. Il suivait déjà Enrique Villamatas pour toutes les rencontres qu'Enrique faisait à Paris. Nous nous étions rencontrés à cette occasion et j'ai eu la chance de voir Le jour de la sèche aux Beaux-Arts en juin. C'est à ce moment-là que nous avons décidé qu'il fallait que ce documentaire fût présenté pendant nos Enjeux. Donc Émilie, si tu veux en parler, je te cède la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je parlerai très peu et surtout parce que je viens d'écouter des choses tellement intéressantes, tellement bien dites et dans un français qui me semble magnifique. J'ai peur de bafouiller un peu plus que d'habitude. Et surtout parce que vous n'avez pas vu le film, et je pense que le mieux c'est qu'on le regarde ensemble. Et si jamais ça éveille votre curiosité, une petite curiosité, une grande curiosité, je serais ravi de vous répondre. Je veux seulement remercier la MEL pour son invitation, le Centre Pompidou pour l'accueil. Votre présence. Je regrette de ne pas être accompagné de M. Barceló et M. Villamatas, mais vous savez, vous pouvez imaginer, c'est des gens avec des emplois du temps assez serrés. Moi, je ne peux pas frimer d'avoir un emploi du temps très serré, malheureusement, parce qu'en Espagne, je suis journaliste et producteur d'émissions culturelles et on n'a pas beaucoup de travail. Mais bon, j'étais en tournage à Majorque. Et ça a été une occasion magnifique pour venir à Paris avec ce temps où vous avez, pour les Majorcains, qui est exotique et qui nous fait rêver d'une enfance qui n'a pas été la nôtre. Donc c'est encore un moment encore plus mélancolique si on rêvait de notre propre enfance. Donc, je viens de passer 2 jours magnifiques à Paris à marcher dans la neige et dans le froid et imaginer que j'avais été un petit enfant ici, chose que je n'ai pas du tout été. J'ai passé des moments magnifiques. Et puis, je pense que c'est tout. Bon, c'est un tournage qu'on a fait, effectivement. On était venu pour suivre... c'était une petite production. On avait profité de l'invitation de la MEL, Enrique Villamatas. C'est vous qui avez payé le billet d'avion. Donc ça, j'avais qu'à payer les billets d'avion des 3 collègues qui m'ont suivi dans cette folle aventure. Et au fait, on est venu pour tourner un documentaire en espagnol sur l'œuvre d'Enrique Villamatas pour la télévision espagnole. Mais les choses se passent comme ça. Il y a des moments magiques et on a reçu un texto un matin, le lendemain des Enjeux, du début des Enjeux, de Miguel Barceló qui, dans son style toujours un peu, son grand style, m'a dit « T'es déjà à Paris, t'as commencé à travailler, oui, amène-moi Villamatas à l'atelier. » Je dis « Bon, est-ce que tu veux en tirer son portrait ?»« Oui, mais alors tu vas me permettre de filmer ça parce que je ne peux pas... j'ai mis toutes mes économies pour 3 jours de tournage à Paris et je ne peux pas consacrer une partie de la production aux rencontres entre génies parce que je ne suis pas mécène, je suis journaliste. » Et voilà, il a accepté d'être filmé. On pensait que ça allait être une petite séance et ça durait pour quelques heures et ça a été un moment magnifique. Nous, on a essayé de passer inaperçu, qu'ils ne se rendent pas trop compte qu'on les filme. Et puis après, il y a d'autres choses qui se sont passées, mais jusqu'au moment où on s'est dit, bon, on a un autre documentaire. Donc on en a fait 2, avec un seul budget. On a tourné 2 documentaires.
Et voilà, ça c'est le jour de la sèche, c'est le documentaire qu'on ne s'entendait pas tourner, qui n'était pas prévu, et que j'aimerais bien qu'on regarde ensemble, tout en attendant que, enfin, s'il y a quelques curiosités, on peut en ajouter tous ensemble. Merci beaucoup. On n'était pas. En fait, je vous ai dit un peu, c'était pas prévu ce film, il ne devait pas exister. On avait une commande pour tourner un documentaire sur Enrique Villamatas en espagnol, pour la télévision espagnole. Et les choses sont enchaînées comme ça. On a pu suivre Villamatas, on s'est embarqué avec lui dans un taxi. Je pense que le fait de parler catalan, ça fait qu'il parle d'une intimité comme il n'avait jamais parlé avant. Parce que sa mère, quand il était petit, lui a dit « Écoute, le catalan, c'est la langue de dire la vérité. Si tu veux mentir, tu peux mentir en espagnol. » Et d'ailleurs, il a fait une grande carrière littéraire en mentant en espagnol. Mais je crois que le fait de parler dans notre langue maternelle, moi avec mon dialecte majorquin, lui en et d'un autre côté, parce que je pense qu'on tournait avec une petite caméra, je sais pas, une Canon 5D, qui est plutôt un appareil photo. Et lui, il pensait qu'il se faisait prendre en photo dans le taxi. Mais maintenant, il avait un micro et moi, je tenais une perche. Après, je lui ai dit, écoute, on a tout filmé, c'était bien. Mais je pense qu'il s'est laissé aller. Il nous offre un autoportrait. Avant le portrait de Barcelone, c'est un autoportrait magnifique où il reconnaît qu'il aurait bien aimé écrire comme il vivait la nuit, mais qu'il n'y arrivait pas. Et, enfin, des aveux que je remercie beaucoup, parce que pour un journaliste... ce qu'on aspire, c'est filmer quelque chose qui est vrai, qui sort du cœur et qui est vrai, et sans artifice. Et puis après, quand on est rentré, parce qu'après cette journée de la sèche qu'on a passée ensemble, on a tourné le documentaire espagnol. Et comme Miquel Barceló lui avait commandé un texte pour son catalogue, il m'a envoyé le texte. Et c'est en lisant le texte de Miquel que je me suis dit, tiens, on a un documentaire. Parce que seulement avec les images que j'avais tournées, je ne voyais pas une histoire. Et c'est Enrique Villamatas qui a bouclé avec ce texte où il parle de la férocité de la roue du temps, des souvenirs, du spectre de leur génération, avec tous ces gens, cette génération escantée par l'héroïne. Ils ont perdu des amis et c'est une partie de leur jeunesse qui s'est perdue. Donc, il a fait une belle réflexion sur ça, sur la nature de l'art, la fonction de la littérature, garder une petite mémoire de tout ce qu'on perd à chaque jour, et aussi une partie que j'apprécie spécialement, et je crois que c'est une des plus belles pages d'Enrique Villamatas, c'est quand il parle du splendeur de la vie. Il est toujours là, il est caché quelque part, mais il suffit qu'on fasse un petit geste, et voilà, on a le splendeur de la vie. Et moi, c'était mon premier documentaire. Et voilà, j'ai eu l'impression aussi de m'être confondu un peu dans le décor, passer un peu inaperçu et filmer quelque chose qui a à voir avec cette splendeur de la vie qui est toujours là, mais qu'il faut savoir écouter un moment. Et puis je sais pas. Ah voilà, question, merci. Je ne sais plus quoi ajouter. Merci. Voilà, c'est la dernière. Alors, je suis désolée parce que ce n'est pas vraiment une question non plus. C'est l'expression de mon admiration sur ce qui, pour moi, est bien plus qu'un documentaire, ou alors c'est un documentaire extraordinairement bien équilibré entre les deux personnages que sont Enrique et Miquel, et Paris.
Et je trouve que vous nous avez emmenés dans leurs yeux, dans leur tête, dans ce Paris qui est le nôtre. On l'a revu à travers les yeux de ces artistes qui viennent d'ailleurs et qui y ont trouvé un lieu d'accueil. Alors je ne savais pas que Marcello habitait actuellement à Paris. Oui. et j'ai été enchantée par cet équilibre. Voilà. C'est pas une hagiographie d'Enrique Villamartin, c'est vraiment un film. Et voilà. Merci beaucoup. Moi, c'est vrai que c'était janvier 2015. C'est un moment assez difficile dans l'histoire de Paris. Et nous, on tournait un peu avec la chair de poule. C'est vrai, on sentait dans l'air qu'il s'était passé quelque chose d'irréparable. Et quelque part, on se sentait un peu responsable de filmer Paris avec du respect, de la sérénité aussi, et de l'amour. Et je pense que c'est ce qu'on a pu faire. Après, on a triché un peu parce qu'il y a des plans qu'on est venu faire au printemps. Notamment et les bouquinistes, c'est au printemps, vous avez vu. Ça, on l'a fait après parce qu'on est venu filmer l'exposition à la Galerie Ropac. C'était au mois d'avril. On s'est dit, tiens, on n'a pas les bouquinistes, on va les filmer, mais les gens ils vont se rendre compte que c'est au printemps. Mais ils vont nous pardonner ça. Mais c'est vrai, ça a été filmé comme ça, comme une preuve de... Enfin, c'était un moment vraiment difficile. Qui vous a confié les documents d'archives de leur jeunesse? C'est Paula, ouais, c'est sa compagne. Et puis, oui, et puis il y a un extrait du livre Paris n'en finit jamais, qui est lu par Mathias Hénard, où il exprime, où il fait le détail un peu de ces endroits de Paris. Mais oui, ça c'est une autre. On aurait pu faire encore un autre documentaire, parce qu'on se trouvait avec 3 cartons de photos. Et Paula qui commentait un peu les gens, c'était comme des vies minuscules, un peu là. Hein. Et c'était magnifique, mais la plupart des gens disaient « Ah non, voilà, non, ceux-là, ils sont morts, ils étaient junkies. Ah non, celui-là, il s'est tué dans un accident de voiture, il était sous. » Voilà, c'était effrayant. Ça, c'est ce qui s'est passé en Espagne. En France, vous l'avez vécu, vous avez connu la Movida, et je pense que c'était un spectacle magnifique, voir un pays qui sort d'une dictature et qui devient fou, et c'est la fête. Et les transsexuels ou les travestis peuvent s'afficher partout avec toute liberté, tout est permis. Et c'est une vraie fête, mais qui a laissé vraiment des très jeunes et très beaux cadavres partout. Donc c'est après 40 ans de répression féroce, c'est comme une bouteille de champagne qu'on secoue et pouf, hein, il y en a. Oui, c'est vrai, c'était un moment de splendeur, mais malheureusement, on a tous perdu des amis parce qu'on jouait avec ça, on voulait... Tout était permis, on voulait être plus jeune, plus vivant et plus moderne que les uns que les autres. Et voilà, c'est un peu ce qui sort ce fantôme de cette génération tout de suite. Hein. 2 hommes de 60 ans en Espagne se retrouvent et ils parlent de leur service militaire et des amis qu'ils ont perdus. C'était un excès de confiance dans la vie. Hein. Et eux, quelque part, aussi, à leur façon, c'est un peu de réchapper aussi de ce naufrage. Un peu la musique, ça vient de là. C'est un peu un duel de guitare électrique un peu cabossé. Le soir, on avait vu tout ça tout de suite. On a 2 guitaristes de rock un peu qui se retrouvent avec les guitares un peu cabossées, mais qui sonnent bien et qui essayent de dialoguer entre eux. Et voilà, je crois qu'il y avait une autre question, heureusement. Parce que derrière, non, oui, monsieur. Ah. Merci. Une question toute bête, où peut-on revoir ce film? Et de quelle manière? D'accord. Et puis l'autre question, c'est, on voit l'invention du donné, enfin le titre donné à l'exposition en direct. Ouais. Il faut y croire? Oui. Surtout parce que après ça n'a pas été le nom de l'exposition. C'est pour ça qu'il faut y croire. Parce que sur le moment, Michael a dit effectivement. Ça, c'est un nom pour l'exposition. Et l'exposition, après, s'appelait l'inassèchement. Quelque chose comme ça. Donc, on peut y croire parce que c'est... Le moment, il est vrai. Il a dit ça va être le titre de l'exposition. Et pour la question commerciale du début, où est-ce qu'on peut le voir? Non, malheureusement, cette version française, j'aimerais bien qu'un jour... Est-ce qu'il y a un programmateur de Arte dans la salle? Je l'ai proposé à Arte, par exemple, à plusieurs reprises.
si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis sinon, en Espagne, on peut la voir mais sur une plateforme de cinéma, mais la version catalane, nous, malheureusement, il faudra qu'on m'invite plus souvent. Mais toujours avec cet espoir enfin, que ça intéresse un peu. Je ne sais pas si les chaînes télé en ce moment ici sont très sensibles à ce genre d'opéra prime d'un inconnu, mais qui parle de Paris et d'artistes qui, évidemment, il faudrait qu'ils regardent ça comme un document sur un peintre et un écrivain. Mais je reviendrai avec cette volonté. Bah, j'essaye, hein, j'ai envoyé des pavés, hein, des emails. Après, j'ai commencé avec les longs emails. Après, je me suis dit, non, peut-être c'est pas la bonne technique. Après, les petits, les plus courts, les liens, les links. Mais voilà, je suis persévérant. Hein. Mais c'est grâce à vous qu'au moins je vois qu'il y a un public français à qui ça s'intéresse. Parce que, bon, en Espagne, les gens, les amis, évidemment, disent, ah, c'est bien, c'est sympa et tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont me dire ? Je les invite à la maison régulièrement dîner, je cuisine très bien, ils vont pas dire bon quand même. Non, je dis c'est le public réel, c'est vous, hein, c'est des gens qui ne connaissent rien de tout ce que j'ai fait avant, et même des gens qui ne connaissent pas ni Villamatas, ni Barcelone, aucun des deux, qui peuvent être touchés, ça nous est arrivé aussi. Voilà. C'est deux êtres humains qui se retrouvent. Je n'ai pas filmé la rencontre entre un peintre et un écrivain, ça c'est... Si, mais je pense que ce qui se retrouve, c'est deux personnes, deux garçons de leur génération. Et ce qui communique entre eux, c'est des choses au-delà de leur pratique, de leur discipline, non ? Enfin, je crois. Merci beaucoup.